20e jour de l'année, exactement une semaine que l'Afrique vibre au rythme du football. La CAN Côte d'Ivoire 2023 se poursuit et c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour, le sommaire. Les Lions indomptables, domptés par leurs cousins de la Teranga, le Sénégal s'est imposé au Cameroun sur un score de 3-1. Ainsi, le Sénégal, comme le Cap-Vert, vient de recevoir son sésame pour les huitièmes de finale dans le cadre de la CAN 2023. Les précisions dans cette édition. Polémique autour de l'augmentation du prix des billets d'avion au départ et à destination de Cotonou. Les populations cherchent à comprendre les raisons. Qu'en est-il concrètement de cette décision? La réponse dans ce journal avec Idrissou Boukari. Et puis, cérémonie de présentation de vœux à la mairie de Dongbo, le personnel de la mairie, les structures déconcentrées, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile se sont adressés les vœux les meilleurs pour l'année 2024. Les détails dans ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour. La deuxième journée de la phase des pôles de la CAN Côte d'Ivoire 2023 bat son plein. Après le Cap-Vert, c'est le Sénégal, champion de titre, qui rejoint les huitièmes de finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ceci après une deuxième victoire consécutive en deux sorties. La Guinée se rapproche de la qualification au tour suivant. Candide Oumentan. Les champions en titre confirment à nouveau leur statut de grand favori du tournoi. Opposés à leurs homologues du Cameroun dans un duel des Lions, les Sénégalais se sont offerts leur billet pour le deuxième tour de la compétition. Sans grande difficulté, le Sénégal s'est imposé à son adversaire grâce à ses attaquants qui ont été assez prolifiques devant le but adverse. Les Lions de la Teranga s'imposent aux Lions indomptables qui n'ont pas du tout été indomptables dans leur performance, même s'ils sont parvenus à réduire le score à la 83e minute. Score final 3-1. Avec 2 victoires en 2 sorties en phase de poule, Aliou Cissé et ses hommes sont leaders du groupe C et sont qualifiés au tour suivant. Un peu plus tard, la République de Guinée, qui a tenu en échec le Cameroun à son entrée en lice, s'est imposée à son homologue gambien par un score de 1-0. Avec cette victoire, le Sili national se positionne à la deuxième place devant le Cameroun. La Gambie, quant à elle, est dernière du groupe. Il est à noter que 3 matchs sont à suivre aujourd'hui, toujours dans le cadre de cette deuxième journée de la phase de poule. À 15h, les Fennecs de l'Algérie affrontent les étalons du Burkina Faso. À 18h, la Mauritanie affronte l'Angola, puis à 21h, la Tunisie sera face au Mali. L'augmentation du prix des billets d'avion au départ et à destination de Cotonou suscite la polémique au sein de l'opinion publique. Les passagers disent ne pas comprendre la logique du gouvernement qui pourtant s'est engagé dans la promotion de la culture béninoise à l'international. Qu'en est-il concrètement de cette décision? Réponse dans ce reportage de Idrissou Boukari et Elvis Tonoukoua. L'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou se métamorphose pour mieux répondre aux exigences internationales. Des milliards ont été investis par le gouvernement du président Patrice Talon pour offrir du confort aux passagers et renforcer la sécurité des avions qui décollent et atterrissent sur le tarmac. Et c'est dans le but d'amortir son investissement que le gouvernement a décidé d'augmenter les redevances aéroportuaires restées statiques depuis 12 ans. Une augmentation qui aurait eu un impact sur les prix des billets d'avion. Ce qui a été distillé dans l'opinion, c'est que, je ne sais pas si c'est les compagnies qui l'ont fait de façon malhonnête, c'est que les coûts des billets d'avion auraient augmenté pour prendre en compte les redevances, les nouvelles redevances que le gouvernement a créées. Ça, c'est faux. Pour clarifier la position des uns et des autres et situer les responsabilités, le directeur général des transports terrestres et aériens a échangé jeudi avec les représentants des compagnies aériennes présentes au Bénin. Une séance de vérité à la faveur de laquelle
Les deux parties ont essayé de s'accorder sur l'application des nouvelles redevances décidées par le gouvernement. En tout cas, Rwandair n'a pas touché à ces tarifs jusqu'à l'heure où nous parlons. Mais si pendant que la compagnie réfléchit à réajuster les tarifs, à voir comment aider la population, et les tasses augmentent, la compagnie ne peut que rajouter les tasses. Des comparaisons sont régulièrement faites par ailleurs entre les billets d'avion vendus à Cotonou et à Lomé au Togo. La différence, selon les représentants des compagnies aériennes, est que l'aéroport de Cotonou devient attractif et par conséquent, la course à l'achat des places est rude. En ce moment, à Lomé, il y a des promotions qui n'ont pas été lancées au départ de Cotonou. Au départ de Lomé, il y a des promotions vers Paris. C'est des promotions qui sont temporaires, comme une promotion, parce que nous avons besoin de trafic au départ de Lomé. Au départ de Cotonou, le trafic est très actif au départ de Cotonou, donc la compagnie décide de ne pas lancer de promotion. Voilà. C'est juste une stratégie qui est temporaire. Deuxième chose, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les compagnies qui le disent. Ils font du beurre sur la destination Cotonou parce que Cotonou est attractif. Et les places qu'ils mettent en vente le nombre de places qu'ils mettent en vente sont largement inférieurs à la demande. Et donc, ils mettent le prix. Ils disent qu'à contrario, à Lomé, au Togo, que le nombre de places qu'ils mettent en vente est largement supérieur à la demande. C'est pourquoi ils ont baissé les prix pour attirer de la clientèle. Le gouvernement poursuit la transformation de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. L'un des objectifs est de mieux vendre la destination Bénin. Plus d'assurance automobile sans paiement au préalable de la taxe sur véhicules à moteur. Ainsi, on a décidé l'arrêté interministériel 2024-077 du 9 janvier 2024. Une décision qui fait grincer les dents dans le rang des propriétaires de voitures. Une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre de deux responsables syndicaux du transport en commun. Si pour l'UNACOB, cette décision n'est pas la bienvenue en cette période de morosité économique, pour l'Octavic, par contre, elle permettra d'obliger ceux qui se dérobent habituellement à faire face au fisc comme tout bon citoyen. Nous allons suivre les arguments des uns et des autres. Et ce genre de décision, avant, l'État nous associe et nous communiquons ensemble avec eux, nous donnons nos idées. Mais cette décision-là est tombée vraiment sur notre tête. Et beaucoup de transporteurs, beaucoup de chauffeurs que nous sommes critiquent ça beaucoup. Vraiment, si on pouvait revoir la copie, ça nous fera plaisir. Puisque nous prenons les choses étape par étape. Les moyens sont durs et tous savent que les temps sont durs. Le social, maintenant, là, n'est pas encore tombé. On nous a promis le social, mais le social n'est pas encore tombé. Les temps sont très durs. Moi, par exemple, je ne prends pas l'assurance d'abord. Après l'assurance, normalement, pour les TVM, dans l'année, on nous accordait 3 mois. Mais quand on dit on met les 3 ensemble, ce serait difficile pour nous. Maintenant, on nous a parlé du numérique, il faut voir ces intellectuels-là, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Pour 4 grilles internationales, des fois on fait 2 semaines. C'est grave, alors que des fois, il y a une urgence. Moi, des fois, quand je voudrais partir à Abidjan, les gens viennent louer ma voiture, on dit demain je vais. Si la voiture n'a pas 4 grilles, je débouche le matin, le soir, j'ai ça. Ça devient compliqué, surtout avec vos problèmes de numérique. Nous avons fait ce constat-là, que beaucoup de ces véhicules, surtout nos frères qui sont dans les administrations, que ce soit privé ou les corps armés, beaucoup ne prennent pas les pièces. Nous l'avons souvent constaté. Beaucoup ne prennent pas les pièces administratives. Et pour ceux qui sont dans l'administration, ils savent que très tôt le matin, ils prennent leur véhicule, ils vont au boulot, ils garent, et ça fait au soir. Lorsque la police sort pour faire les contrôles, ils ne peuvent sur la voie, eux, ils ne sont pas en circulation. Et voyez la flotte du véhicule administratif qui aujourd'hui échappe volontairement, je vais dire, ou bien n'aime pas payer
ces impôts-là dans la caisse pour qu'on puisse travailler pour nous dans le pays. Et c'est le moment de rappeler au gouvernement que la nouvelle plateforme Sécuroute qu'ils ont lancée, il faut que cette application-là démarre réellement. Et que les matins, dans la journée, aux heures de travail, que des équipes, qu'un comité se forme pour passer dans les administrations là et flasher les plaques, et que si les véhicules ne sont pas à jour là, de leur déposer les impositions sur les pare-brises. Et à la sortie de leur bureau là, ils vont trouver à aller payer dans la caisse de l'État pour que ce pays là se développe et au plus tôt. Ils étaient sur des propos recueillis par Ulrich Gaba et Henri Gontin. Procès fictif ce jeudi à la Cour d'appel de Parakou à l'initiative de l'Institut national de la femme. C'est la dernière activité qui a marqué la fin de l'atelier de 3 jours organisé par l'INF et qui a porté sur la clinique juridique et le procès fictif dans les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Parakou. Objectif, sensibiliser les populations sur les violences faites aux femmes et les peines encourues par les auteurs. Le procès fictif s'est déroulé dans l'une des salles d'audience de la Cour d'appel de Parakou. Reportage Epiphane Tchabi, Socrate d'Antoine. Merci. À la barre, 3 accusés dont 2 pour viol et le dernier pour tentative de viol. Au terme de ce procès fictif voulu par l'Institut national de la femme et qui a duré du mercredi 17 au jeudi 18 janvier 2024 à la Cour d'appel de Parakou, les juges prononcent la sentence. Les condamnent chacun à 10 ans de réclusion criminelle. Les condamnent aux frais envers l'État. Reçoit Madame Awa, mère de la petite Baké, et l'Institut national de la femme en leur position de partie civile. Condamne Isolidor, les accusés à point CI, B. Rachid et C. Freddy a payé à la petite Baké la somme de francs CFA 9 millions à titre de dommages et intérêts et 1 million de francs CFA à l'INF. Ce procès fictif, qui est la dernière activité d'un atelier de 3 jours organisé par l'Institut à Parakou et qui a porté sur la clinique juridique et le procès fictif dans les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Parakou, vise des échanges d'informations entre participants en vue de la manifestation de la vérité judiciaire sur les violences basées sur les femmes. L'Institut national de la femme est en train de sensibiliser la population sur les violences, toutes sortes de violences commises sur la femme, sur la fille, toutes sortes de violences. Toutes ces violences sont réprimées. D'abord, c'est prévu par la loi. L'Institut national de la femme est avant-gardiste, aussi bien de la prévention que de l'assistance des personnes qui sont victimes des violences. À l'issue de cette audience fictive, la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme exprime son entière satisfaction. Pleinement satisfaite, je vais dire, parce que voilà, nous avons pu véritablement avoir les acteurs de la chaîne de protection et de lutte contre les violences basées sur le genre, qui étaient véritablement concentrés sur le message que nous avions à passer. Et avec tous ces éléments-là, tous les débats que nous avons eus sont ressortis de très bonnes recommandations sur lesquelles nous allons nous baser pour faire des plaidoyers. C'était aussi l'occasion pour l'INF de rappeler, parce que beaucoup ne le savent pas, l'aide, disons, l'assistance juridique et judiciaire que nous apportons aux victimes, aux femmes et aux filles victimes de violences. Cette initiative de l'UNF permettra de renforcer les dénonciations sur les violences basées sur les femmes. Bannir toutes les formes de ces violences, l'Institut national de la femme y croit fermement et s'engage d'ailleurs pour. Je l'annonçais en titre, la mairie de Dangbo a organisé ce mercredi 18 janvier 2024 une cérémonie de présentation des vœux pour le compte de cette nouvelle année. Le personnel de la mairie, les structures déconcentrées, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile se sont adressés les meilleurs vœux pour l'année en cours. Une occasion festive au cours de laquelle des engagements ont été pris pour la nouvelle marche des activités de la mairie pour le bien-être des populations de Dangbo. Compte rendu, Florence Bossa. Le conseil communal de Dangbo a sacrifié à la tradition de présentation de vœux du Nouvel An ce jeudi 18 janvier 2024.
une rencontre importante à la fois de détente mais aussi de bilan des actions menées durant l'année 2023 et d'annonce des perspectives pour 2024. Entouré du maire, les conseillers communaux, les services déconcentrés de l'État, le secrétaire exécutif, le personnel de la mairie, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile de la commune ont une fois encore démontré la parfaite harmonie qui règne dans la gestion de la cité des Wemenu. Voudrais-je au prime abord remercier très sincèrement tous les conseillers communaux de Dangbo qui chaque jour démontrent par leurs décisions et leurs actions leur bonne perception des différentes réformes engagées par le rayonnement, pour le rayonnement, je veux dire, de notre cité commune Dangbo, la terre hospitalière et nourricière des women. L'année 2023 a été témoin de nombreuses réalisations pour le rayonnement de la commune de Dangbo. Depuis le mois d'avril 2022, avec la réforme structurelle sur la décentralisation, Dangbo a reçu un nouveau souffle dans sa marche vers le progrès. On notera les grands travaux en cours de réalisation dans la commune, mais surtout la mobilisation des ressources propres. Nos ressources propres sont passées de 266 millions en 2022 pour atteindre plus de 510 millions en 2023. C'est une prouesse pour laquelle il faut féliciter et encourager tous acteurs, qu'ils soient politiques ou techniques, de la mairie ou des services déconcentrés de l'État. L'autorité communale, loin de se noyer dans une autosatisfaction, a conscience des efforts et défis qui restent à relever. L'ambition pour le maire de passer d'une commune à statut ordinaire à intermédiaire et pourquoi pas au statut particulier gouverne désormais les esprits. Et pour y arriver, la recette est toute trouvée. Mais en même temps, vous savez, nous devons nous approprier le défi de 2024. C'est d'atteindre au moins 600 millions de francs CFA. Oui, nous le pouvons. Et ensemble, en travaillant dans la saine et franche collaboration, nous y parviendrons. En retour, le maire de la commune de Dangbo a reçu les vœux du conseil communal. Par la voix du premier adjoint au maire, les conseillers communaux ont salué le leadership de l'autorité communale. Monsieur le maire de la commune de Dangbo, je voudrais vous remercier pour votre management. Je voudrais vous formuler mes vœux de robuste santé. L'occasion a été également saisie par le personnel d'exposer quelques doléances. À cette doléance, le secrétaire exécutif de la municipalité a donné une suite favorable. Vous avez évoqué quelques questions telles que les avancements. Passer dessus laisserait peut-être dans des mémoires que nous restons vous devoir des avancements. Je crois savoir qu'en 2023, tout ce qui concerne les avancements d'échelons et de grades ont été vidés. À cette cérémonie de présentation de vœux, les conseillers communaux, les services déconcentrés de l'État dans la commune de Dangbo, le personnel de la mairie, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile de la commune ont tous réitéré leur engagement pour accompagner la mairie de Dangbo vers un développement durable. Descente du ministre en charge du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumaro, près des opérateurs GSM, Move Africa et MTN Bénin dans le cadre du déploiement de la connexion 5G Bénin. Elle était accompagnée pour la circonstance d'une délégation de l'autorité de régulation des communications. Et les détails avec Teddy Goudalo. Bientôt un pas de plus dans le secteur du numérique au Bénin avec la connexion 5G. De leur côté, les opérateurs GSM s'activent pour l'effectivité de cette vision du gouvernement. La descente du ministre en charge du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé,
accompagné pour la circonstance d'une délégation de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, ici dans les locaux de Move Africa, est plus qu'une satisfaction. Comme vous le savez, ça fait 1 an que nous travaillons, que nous préparons le lancement de la 5G. Et aujourd'hui, nous avons pu présenter tous les cas d'usage possibles qui ont été préparés et présentés dans notre showroom à Move Africa Bénin. Aujourd'hui, les cas d'usage sont multiples grâce à la qualité des débits et de la latence que permet aujourd'hui la 5G. Nous avons vu que les cas d'usage tournent autour de tous les dispositifs qui permettent justement de réduire les questions de latence. Et ceci est important, par exemple, pour des usages qui tournent autour de la télémédecine, autour du gaming, des jeux en ligne. Et qui dit donc réduction de latence dit tout ce qui est application en temps réel qui peuvent se faire sans qu'on ne ressente que l'intervention se fait à distance. Aurélie Adam Soulé s'est également rendue à MTN Bénin pour le même exercice. Ici aussi, plusieurs cas d'usage des services de la 5G, comme des téléchargements, des jeux en ligne lui sont présentés. 5G is a game changer in terms of the way la 5G change les choses, c'est une vraie révolution et elle permettra de toucher plusieurs secteurs d'activité. Elle a cité le secteur de la santé par exemple, où vous verrez que désormais la façon de travailler va complètement changer, la façon dont les hôpitaux travaillent ensemble, les médecins travaillent ensemble. Cela permet effectivement d'améliorer la façon dont on prend en charge les malades. Education. Il faut aller vers des déploiements qui sont centrés sur les usages, sur les besoins. Donc on peut penser aujourd'hui que la 5G c'est juste l'évolution de la 4G, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est d'abord recenser, savoir quels sont les besoins des populations, des entreprises, des services qu'il faut, secteur de la santé, de l'éducation. Et c'est selon ces usages, selon ces besoins que le déploiement doit se faire. En attendant la phase de lancement officiel des services de la 5G au Bénin, les expérimentations se poursuivent au sein des opérateurs GSM, Move Africa et MTN Bénin. Ceci en vue d'un développement économique, notamment en termes de création d'emplois, de croissance des entreprises et d'attrait pour les investisseurs étrangers. C'était un reportage de Teddy Goudalo présenté par Candida Hunhentor. L'actualité politique est marquée par la polémique avortée d'une prétendue révision de la Constitution du Bénin. Le gouvernement n'en est officiellement pas l'initiateur, selon les clarifications apportées. La requête adressée à la Cour constitutionnelle à propos des élections de 2026 débouche sur un retour de code électoral au Parlement pour modification de son article 142. Pourtant, la rumeur ne faiblit pas. Que craignent les Béninois dans ce débat de modification de la loi fondamentale maintenant que le code électoral est en voie d'être corrigé? Comment doit-on s'y prendre pour la préservation des acquis démocratiques? Ce mini-magazine de William Cliquant nous édifie. Toute constitution peut être révisée. Il n'est point besoin donc de se mettre en état d'alerte toutes les fois que des ambitions révisionnistes sont évoquées. La Constitution a prévu les choses auxquelles on ne peut pas toucher, à moins d'avoir une nouvelle Constitution. D'abord, dans le texte même de la Constitution, il est dit qu'on ne peut pas toucher ni à la forme républicaine, ni à la laïcité de l'État. De la même manière, on ne peut pas modifier la Constitution pour porter atteinte à l'indépendance et à l'intégrité du territoire. La Cour constitutionnelle, dans sa décision de 2010, a ajouté qu'il faut respecter la limitation à 2 du nombre de mandats, qu'il faut respecter la nature républicaine de l'État et qu'il faut respecter la limite d'âge de 40 ans minimum, 70 ans maximum pour être candidat à l'élection présidentielle. À propos des supputations sur le prolongement de la durée du mandat présidentiel, le constitutionnaliste explique les possibilités. Il préconise le référendum comme mode de révision en cas de besoin. Si le peuple souhaite, soit par référendum, soit par la voie parlementaire, avec le 4/5 des députés, amener le mandat à 10 ans ou à 4 ans,
ce n'est pas interdit. Il est toujours bon que ce ne soit pas référendum, même si c'est prévu par la voie d'une révision parlementaire. Et c'est pour cela qu'il est prévu que ce soit une majorité des 4/5, parce que en démocratie, le Parlement n'est pas monocolore. Il y a toujours deux tendances, et la majorité et l'opposition. Si on arrive à 4/5, ça veut dire qu'il y a eu au moins un large consensus entre majorité et opposition. Voilà pourquoi, quelquefois, on peut aller compte tenu du coût et compte tenu peut-être de la rapidité par la voie parlementaire, en s'assurant que la diversité des opinions que se retrouvent dans la société se traduit déjà dans la composition du Parlement, parce que la Constitution n'est pas un test pour le pouvoir, pour exercer le pouvoir. C'est notre accord sur les conditions de notre vivre ensemble, en harmonie. Contrairement à la Constitution, la modification du code électoral est à l'ordre du jour. C'est un impératif au vu de la décision de la Cour constitutionnelle rendue ce 4 janvier 2024 concernant les dispositions de l'article 142, alinéa 6. Cette décision de la Cour constitutionnelle révèle que tout le train de réformes prises en 2019 comporte d'énormes lacunes, soit de forme, soit de logique, soit de régularité de fonctionnement des institutions, mais surtout, ces textes ont créé crispation dans le pays, du point de vue de leur contenu. Alors que dans le pays, il y a des gens qui donnent l'alerte. Quand on ne les contraint pas à l'exil, sous des prétextes bien ficelés, logiquement, on connaît ça. Ou si on ne les met pas en prison, également sous des prétextes bien montés, également. Mais quand ce qu'ils disent, il faut écouter, réfléchir et voir quelle est la portée de ce que celui-là que je n'aime pas a dit. Cette relecture prochaine du code électoral est une bonne occasion pour concilier les positions des différents courants politiques crispés sur le sujet. Nous avons régulièrement monitoré les processus électoraux depuis 2015. Par exemple, vous avez la Sénat qui a organisé le modus operandi du parrainage en prévoyant avec traçabilité la délivrance du parrainage, mais jamais avec traçabilité la demande du parrainage. Or, pour éviter tout ce qui a été vécu et objet de contentieux devant la Cour, après adhésion de la Sénat, sur qui serait candidat ou pas, vous aurez compris que la République aurait organisé dans le cadre légal des élections la demande de parrainage de sa délivrance de façon traçable, administrativement traçable, que nous aurions, disons, épaillé, c'est-à-dire certaines crises inutiles. Et il y a beaucoup de choses à revoir aujourd'hui de manière non exclusive, mais de manière inclusive. C'est-à-dire, ceux qui sont au pouvoir doivent avoir l'écoute. Les techniciens de notre société doivent donner priorité à leur service à la nation au niveau de leurs compétences techniques. Sur la question spécifique du parrainage, le législateur se doit d'être plus précis. Le modus operandi mérite d'être davantage explicité dans la loi. Parce que la Sénat, suivant une décision qu'on constatera étant contentieux devant la Cour, datant donc de novembre 2020, aurait explicité en fait comment opérationnaliser, c'est-à-dire le parrainage. Or, la question étant consubstantielle, c'est-à-dire au cadre légal, ça aurait été intéressant que ce que la Sénat a semblé expliciter dans sa décision de novembre 2020 soit clairement contenu dans la loi, puisque relevant du domaine de la loi. La Sénat n'a qu'à appliquer la loi. La question du quitus fiscal qui est revenu. Et là encore, il faut davantage organiser les choses. À en croire les experts, sans réviser la Constitution, le Bénin peut organiser, sur la base d'un code électoral consensuel, des élections libres, transparentes et apaisées.
Fin de ce 13h au Bénin. Tout à l'heure à 15h, les Fennecs de l'Algérie affrontent les étalons du Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à vous.